Mon coloc est entré dans la salle de bain, a haussé un sourcil et a simplement dit « Cool, t'es devenu un cheval, mais t'as encore du déodorant sous le sabot. » Une fois, j'ai rêvé que ma mission était de tuer un dinosaure d'une manière complètement folle. Ce n'était pas un dinosaure ordinaire, il avait un long cou comme une girafe et une apparence de dessin animé, avec des couleurs vives et des yeux expressifs qui auraient pu le rendre presque attachant, s'il n'avait pas représenté un danger si immense. Pour une raison inexplicable, je savais que je devais lui couper le haut du crâne et verser de l'essence bouillante directement sur son cerveau. Si je ne réussissais pas, une catastrophe inimaginable allait se produire. Le décor de mon rêve ressemblait à une sorte de désert irréel, comme si j'étais dans un jeu vidéo ou un monde de bande dessinée. Le ciel était violet, les arbres semblaient faits de nuages et les rochers brillaient d'une lumière étrange. Tout autour de moi était à la fois familier et complètement absurde. Je portais un étrange outil qui ressemblait à une scie géante, mais en plastique, comme un jouet disproportionné. Pourtant, je savais que c'était mon arme. Le dinosaure était gigantesque, mais il n'avait pas l'air hostile au début. Il se déplaçait doucement, son long cou ondulant au rythme de ses pas. Mais dans mon esprit, je ressentais une pression énorme. Quelque chose me hurlait que si je ne le faisais pas, tout s'effondrerait. Je ne savais pas quoi, mais c'était terrifiant. Alors je me suis approché, tremblant, et au moment où il m'a remarqué, ses grands yeux de cartoon sont devenus rouges, et il a poussé un cri strident, comme un mélange de hurlements et de klaxons. Le combat a commencé. Le sol tremblait à chaque mouvement, et je courais autour de lui en essayant de viser son crâne. Il était incroyablement rapide malgré sa taille. À un moment, j'ai réussi à grimper sur son dos, et c'est là que j'ai vu son crâne s'ouvrir, comme un couvercle qui se soulève. Son cerveau ressemblait à une boule de gomme géante, rose et translucide. C'était à la fois fascinant et complètement grotesque. Avec une précision que je ne savais pas posséder, j'ai versé l'essence bouillante, qui sortait d'une bouteille en plastique improbable. Une vapeur épaisse s'est échappée, et le dinosaure s'est figé. Tout s'est arrêté. Il n'y avait plus de bruit, plus de mouvement. J'avais réussi. Mais avant de comprendre ce qui se passait, le monde autour de moi a commencé à s'effacer comme un vieux dessin effacé d'un tableau. Je me suis réveillé en sueur, avec un mélange de soulagement et d'incompréhension totale. J'ai dormi 5 heures et durant ce court sommeil, j'ai rêvé que je passais d'une vie à l'autre, comme si je tombais à travers différentes existences. Chaque nouvelle vie était complètement différente de la précédente, et pourtant, toutes me semblaient aussi réelles que ma propre réalité. D'abord, j'étais incroyablement riche. J'habitais dans une immense maison, avec des voitures de luxe garées dans une allée pavée et un personnel qui s'affairait à répondre à mes moindres caprices. Mais malgré tout ce confort, je me sentais étrangement vide. Les gens autour de moi me souriaient, mais tout semblait faux, comme si je n'étais qu'un rôle à jouer dans un décor luxueux. J'avais l'argent, mais pas la joie. Puis, tout a changé brutalement. Je me suis retrouvé en plein Vietnam, un soldat vêtu d'un uniforme sale et lourd, avec un fusil entre les mains. Les couleurs étaient sombres, la chaleur étouffante, et l'air était saturé de tension. J'entendais les hélicoptères au loin, le bruit des tirs, les cris. C'était viol, brutal, et chaque moment était imprégné de peur. Je me sentais piégé dans une boucle sans fin, où je devais survivre à tout prix sans jamais trouver de sens à ce que je faisais. Mais ensuite, j'ai été propulsé dans une vie complètement différente. J'étais un éboueur. Mon travail était simple, je vidais les poubelles, je conduisais un camion à travers la ville. Mais, curieusement, c'était la vie où je me sentais le mieux. Les gens me saluaient dans la rue, les enfants me faisaient signe en souriant, et certains me tapaient dans la main en passant. Ces gestes, bien que simples, me remplissaient d'un bonheur sincère. Il n'y avait ni richesse ni danger, juste une connexion authentique avec les gens autour de moi. Il y a des années, j'ai travaillé pour Coca-Cola. C'était une expérience que je préfère oublier. Les patrons étaient insupportables, la paix à peine passable, et l'ambiance générale pesante. Je détestais chaque minute passée là-bas.
Finalement, j'ai démissionné il y a près de 20 ans, et depuis, je suis resté dans la même entreprise où je m'épanouis bien mieux. Pourtant, il y a quelques années, j'ai fait un rêve qui m'a complètement retourné. Dans ce rêve, pour une raison obscure, j'avais quitté mon emploi actuel et décidé de retourner chez Coca-Cola. Dès mon arrivée, tout ce que j'avais fui était de retour. Les mêmes chefs autoritaires, les mêmes frustrations quotidiennes, les mêmes conditions qui m'avaient poussé à partir à l'époque. Chaque journée semblait interminable, et je ressentais de nouveau cette oppression qui m'avait tant marqué. Le pire, c'est que dans ce rêve, je savais pertinemment que j'avais choisi de revenir. Je me souvenais de ma décision comme si je l'avais réellement prise. Et je me détestais pour ça. Ce rêve était d'une intensité troublante, si réaliste que lorsque je me suis réveillé, j'étais persuadé que c'était vrai. En ouvrant les yeux, je me suis retrouvé dans mon lit, mais le poids du rêve restait là, lourd et pesant. J'étais convaincu que j'avais fait cette erreur monumentale, que j'avais abandonné un bon emploi pour revenir dans cet enfer. La tristesse m'a envahi. C'était comme si tout ce que j'avais construit depuis ces 2 décennies venait de s'effondrer. Je suis resté allongé, complètement abattu, incapable de comprendre pourquoi j'avais pu faire un tel choix. Et puis, petit à petit, les détails du rêve se sont estompés. J'ai commencé à reconnaître ma chambre, à réaliser que rien de tout cela n'était réel. J'étais toujours dans mon travail actuel, ma vie n'avait pas changé. Ce n'était qu'un rêve. Le soulagement qui m'a envahi à ce moment-là était indescriptible. Mais pendant une vingtaine de minutes, j'avais vraiment cru que j'étais retourné à mon ancien cauchemar. Tout semblait si vrai, je pouvais sentir, goûter, entendre, voir et toucher chaque élément comme si j'y étais vraiment. Tout a commencé lorsque je suis entré dans un ascenseur. Les portes commençaient à se fermer, mais je n'étais pas prêt. Instinctivement, j'ai mis mon pied pour les empêcher de se refermer, mais contrairement à un ascenseur normal, celui-ci n'a pas réagi. Les portes ont continué à se fermer, me blessant au visage et tranchant mon pied. Sous le choc et dans une douleur vive, j'ai reculé, laissant les portes se fermer. Je pouvais sentir le sang qui coulait abondamment sous ma chaussure, créant une flaque à mes pieds. Le goût métallique du sang remplissait ma bouche, et cette sensation amplifiait l'horreur de la situation. L'ascenseur a ensuite commencé à monter tout seul, sans que j'aie indiqué un étage. Il semblait avoir une destination bien précise. Lorsque les portes se sont ouvertes, je me suis retrouvé face à une autre porte, bloquée. Sur cette porte, le numéro 2202 était gravé, et elle ne s'ouvrait pas. J'étais pris au piège. J'ai frappé, crié, supplié, mais rien n'y faisait. Je commençais à paniquer, la peur et l'épuisement causés par la perte de sang m'envahissaient. Je me suis assis par terre, à bout de force, et j'ai essayé d'appeler ma mère avec mon téléphone. Mais alors que j'essayais de le déverrouiller, mes mains tremblantes, je sentais mon esprit vaciller, mes forces m'abandonner. Soudain, les portes de l'ascenseur se sont refermées avec un grincement horrible, et l'ascenseur a chuté. Je pouvais sentir mon corps se soulever du sol à cause de la vitesse vertigineuse de la descente. Mon cœur battait à toute vitesse, et j'ai compris que c'était la fin. Mais ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas ressenti de peur insurmontable. J'ai accepté ce qui arrivait. Quand l'ascenseur s'est écrasé, je ne me suis pas réveillé dans une panique ou une sueur froide, comme on pourrait s'y attendre après un tel cauchemar. Au contraire, je me suis réveillé calme, presque indifférent. Ce qui m'a le plus troublé, ce n'est pas le rêve lui-même, mais ma réaction. Comment pouvais-je être aussi serein face à quelque chose d'aussi effrayant? Ce rêve me semble porteur d'un message, un symbole de quelque chose dans ma vie, peut-être mon passé, peut-être mon avenir. L'ascenseur qui me contrôle, la blessure au pied, le numéro 2202, la chute et cette étrange acceptation. Tout cela semble vouloir me dire quelque chose. Mais quoi? J'ai rêvé que j'étais de retour à l'université, à quelques semaines de la remise des diplômes. Tout semblait normal jusqu'à ce que je reçoive un email d'un professeur que je ne connaissais pas. Il m'annonçait que j'avais été inscrit à un cours auquel je n'avais jamais mis les pieds. J'avais raté chaque séance, sans même savoir que cette matière existait.
Une vague de panique m'a envahi. Mon cœur battait à tout rompre alors que je tentais désespérément de comprendre ce qui se passait. Comment avais-je pu ignorer ce cours? Avais-je fait une erreur en vérifiant mon emploi du temps? Je fouillais frénétiquement dans mes emails, mes notes, même sur le site de l'université, cherchant des indices sur ce cours fantôme. Je savais que le temps jouait contre moi. Le ton de l'email était clair: si je ne trouvais pas rapidement un moyen de rattraper ces absences et de réussir les évaluations, je risquais de ne pas obtenir mon diplôme. Mon esprit s'embrouillait en imaginant tous les efforts que j'avais investis, sur le point de s'effondrer pour une bête erreur. Je me voyais déjà en train de supplier le professeur, tentant de lui expliquer que je ne savais rien, que c'était une méprise. Peut-être même que je devrais refaire une année entière à cause de cette matière mystérieuse. Je sentais mon estomac se nouer à l'idée de tout devoir recommencer. Puis, tout à coup, je me suis réveillé. J'ai regardé autour de moi, la confusion encore présente. Mon cœur battait encore à un rythme fou. Mais alors que je reprenais mes esprits, la réalité m'a doucement rattrapé: j'avais terminé mes études depuis des années. Mon diplôme était bien accroché au mur de mon bureau. J'avais un emploi stable. Tout ce stress, toute cette peur, ce n'était qu'un rêve. Je me mettais du déodorant comme chaque matin, mais cette fois, quelque chose d'étrange s'est produit. Dès que j'ai passé le stick sous mon bras, une sensation bizarre a envahi mon corps. Ma peau a commencé à démanger, mes muscles semblaient se tendre et, en l'espace de quelques secondes, mes mains avaient disparu. À leur place, il y avait des sabots. Je n'avais pas le temps de comprendre ce qui se passait que mon corps entier s'était transformé. J'étais devenu un cheval. Ma vue était différente, mes yeux semblaient placés sur les côtés de ma tête. Je pouvais sentir l'odeur fraîche du déodorant, mais elle était mélangée à une forte odeur de foin, comme si mon odorat avait changé lui aussi. Mon cœur battait à tout rompre, et je pouvais entendre mes sabots frapper le sol lorsque j'essayais de bouger. J'ai paniqué en essayant de crier, mais tout ce qui sortait de ma bouche était un hennissement. Ce qui m'a surpris le plus, c'est que personne autour de moi ne semblait trouver cela étrange. Mon colocataire est entré dans la salle de bain, a haussé un sourcil et a simplement dit: « Cool, t'es devenu un cheval, mais t'as encore du déodorant sous le sabot. » Comme si c'était une chose banale. Je ne savais pas quoi faire. Comment allais-je m'habiller? Ou même tenir un téléphone? Mais avant que je puisse réfléchir davantage, j'ai senti une envie irrésistible de galoper, et je me suis retrouvé dehors, galopant à travers la ville. Puis je me suis fait renverser par une voiture et je me suis réveillé. J'avais un rêve récurrent, toujours le même, qui semblait se dérouler comme une boucle inévitable. Tout commençait dans une maison, seule, dans la cuisine. L'ambiance était silencieuse, presque pesante, comme si quelque chose d'invisible m'observait. Puis, je quittais la cuisine pour entrer dans une grande pièce. La porte se refermait derrière moi, et tout devenait sombre. La pièce était vide, à l'exception d'un objet posé de l'autre côté, une boîte à ressort, une de ces boîtes à musique où un clown jaillit soudainement quand on l'actionne. Immédiatement, elle commençait à s'enrouler toute seule, émettant une mélodie grinçante, une musique de clown sinistre qui résonnait dans l'obscurité. Je savais, sans qu'on me l'ait dit, que je ne pouvais pas simplement retourner sur mes pas. La porte derrière moi était verrouillée. Mais il y avait une issue, une autre porte située tout près de cette boîte. Je devais l'atteindre avant que la boîte n'éclate. Le sentiment d'urgence était presque insupportable. Je pouvais sentir le poids du danger dans l'air, une sorte de compte à rebours invisible. Alors, je courais, le cœur battant, essayant d'ignorer la boîte et la musique qui devenait de plus en plus discordante. Heureusement, j'atteignais toujours la porte juste à temps, avant que la boîte ne se déclenche. Derrière cette porte, je trouvais un couloir. Il y avait une porte qui menait à une salle de bain sur ma droite, mais le couloir continuait plus loin, tournant autour d'un angle. Et c'est là que je savais que quelque chose de terrible approchait. Un sentiment primal, viscéral, m'avertissait que je ne pouvais pas rester là. Alors, je me réfugiais dans la salle de bain, fermant la porte derrière moi. Mais même à travers la porte fermée,
je pouvais voir d'une manière inexplicable ce qui se passait dans le couloir. De petits jouets mécaniques, ressemblant à des enfants miniatures, défilaient en marchant avec des mouvements saccadés. Leur démarche était inhumaine, mécanique, et leur présence émanait une aura glaciale. Ils passaient devant la salle de bain, avançant vers la grande pièce sombre d'où je venais. Une fois qu'ils avaient disparu, je savais que le danger était passé. Je ressortais prudemment. Le couloir était calme. Je traversais la pièce sombre, qui n'était plus une menace, la porte était déverrouillée maintenant. Je retournais à la cuisine, où je retrouvais enfin un sentiment de sécurité. Mes amis entraient par la porte extérieure, revenant d'une soirée autour d'un feu de camp, leurs bras chargés de pics et de marshmallows grillés. Leur présence dissipait la tension. Je me sentais en sécurité, et c'est là que le rêve s'arrêtait toujours. Ce rêve revenait sans cesse, identique à chaque fois. Tout, des sensations aux événements, se déroulait comme si c'était la première fois. Ce n'est qu'en me réveillant que je réalisais que je l'avais déjà fait auparavant, comme si mon esprit rejouait une cassette, encore et encore. Dans ce rêve, j'étais soudainement sur la ferme de mes grands-parents. Tout était étrangement familier, mais je savais que quelque chose n'allait pas. En regardant mes mains, mon reflet dans une vitre cassée, j'ai réalisé que j'étais plus âgé, probablement de 10 ou 20 ans de plus que maintenant. Le ciel, habituellement paisible au-dessus de cette ferme, était un mélange furieux de rouge et d'orange, comme une toile déchirée par la colère. Le soleil brillait avec une intensité insupportable, si fort que je pouvais sentir ma peau brûler, comme si chaque rayon était une lame. Autour de moi, c'était le chaos. Des dizaines de personnes couraient dans toutes les directions, criant des noms, pleurant, cherchant désespérément leurs proches. Une panique sourde régnait. Je savais, tout comme eux, que le soleil était en train de nous tuer. On était littéralement en train de brûler vivants, mais il n'y avait nulle part où aller, aucune issue. C'était une lente agonie, un compte à rebours sans échappatoire. Je marchais, ou plutôt errais, sans véritable but, mais avec cette sensation oppressante dans la poitrine, comme si je cherchais quelqu'un. Quelqu'un que j'aimais profondément. Mais je ne savais pas qui c'était. Leur visage, leur nom, m'échappaient. Pourtant, l'urgence de les retrouver me consumait presque autant que la chaleur du soleil. Je ne pouvais pas abandonner, pas tant que je ne les avais pas retrouvés. Alors que je me frayais un chemin dans cette scène de désespoir, un homme est apparu devant moi, surgissant de nulle part. Ses vêtements étaient déchirés, son visage couvert de larmes et de poussière. Avant même que je comprenne ce qui se passait, il a levé un couteau et m'a poignardé en plein ventre. La douleur était immédiate, intense, brûlante. Il pleurait en répétant, comme une litanie, qu'il ne savait pas quoi faire, qu'aucun de nous ne savait quoi faire. Son visage était un mélange de terreur et de culpabilité. Il n'était pas en colère. Il était désespéré, perdu. Je suis tombé à genoux, mes mains pressant ma plaie alors que le sang coulait, chaud et poisseux. La chaleur du soleil et celle de la douleur se mêlaient, me submergeant. Mon souffle était court, et mes forces m'abandonnaient. Avant que tout ne devienne noir, je me souviens d'avoir levé les yeux une dernière fois vers ce ciel rougeoyant, me demandant si c'était la fin. Je me suis réveillé en sursaut, mon corps en sueur, mes yeux douloureux comme si je venais de fixer le soleil pendant des heures. Mon ventre brûlait, comme si la lame était encore enfoncée. Même une fois pleinement éveillé, cette sensation est restée, tapie quelque part en moi. Pendant des semaines, des mois, chaque fois que j'y repensais, cette brûlure semblait revenir, vive et implacable. J'ai fait un rêve qui m'a profondément marqué, un cauchemar étrange et dérangeant. J'étais en train de marcher près d'une école primaire. L'endroit semblait ordinaire au premier abord, mais soudain, j'ai entendu des bruits sourds, des coups répétitifs. Intrigué et inquiet, j'ai tourné la tête vers le bâtiment. Là, à travers les fenêtres, j'ai vu des enfants et des bébés. Ils frappaient désespérément sur les vitres avec leurs petites mains ensanglantées. Leurs visages étaient déformés par la peur et la douleur. Leur détresse me glaçait le sang. Sans réfléchir, j'ai couru vers eux pour les aider. Mon instinct était de briser les fenêtres,
de faire quelque chose pour les sauver. Mais en avançant, une douleur vive a transpercé mes pieds. J'ai baissé les yeux et découvert que le sol n'était pas couvert d'herbe, mais de lames de rasoir scintillantes. Chaque pas me coupait, mes pieds saignaient abondamment. La douleur était insoutenable, mais les cris des enfants me poussaient à continuer. Puis, mes jambes ont cédé. Je suis tombé, incapable de faire un pas de plus. Couché sur le sol, sentant les lames s'enfoncer dans ma peau, j'ai levé les yeux. Ce que j'ai vu alors m'a paralysé. Dans les arbres qui surplombaient la cour, des bébés et des enfants étaient suspendus à des cordes, pendus par des nœuds coulants. Ils luttaient pour respirer, se balançant faiblement, leur petit corps essayant de se libérer. Leur visage était tourné vers moi, suppliant, comme s'ils attendaient que je fasse quelque chose. Mais j'étais impuissant, incapable de bouger, cloué au sol par la douleur et l'horreur de la scène. J'ai fait un rêve qui semblait durer une vie entière. Dans ce rêve, j'ai rencontré quelqu'un, une personne qui semblait parfaite pour moi. Nous nous sommes rapprochés, et cette connexion était si naturelle, si authentique, qu'il me semblait impossible qu'elle soit un simple produit de mon imagination. On est tombé amoureux, et cette phase de découverte mutuelle, remplie de moments simples mais précieux, a été comme un film que je vivais de l'intérieur. Puis, notre vie ensemble a pris forme. On a eu des enfants, et je me souviens encore de leurs visages, leurs rires, leurs petites manies. Je me voyais les bercer, leur raconter des histoires avant de dormir, les regarder grandir et apprendre. Il y avait des moments de joie, des disputes, des épreuves que nous traversions ensemble. Mais toujours, il y avait cet amour inébranlable qui liait notre famille. Le rêve avançait comme une véritable vie. Les années passaient. Les enfants devenaient adolescents, puis jeunes adultes, et je ressentais cette fierté mêlée de nostalgie en les voyant partir pour poursuivre leurs études, prêts à affronter le monde. Ces instants étaient si réels que j'avais l'impression de les vivre, de voir ma vie défiler sous mes yeux. Mais alors, tout s'est effacé. Je me suis réveillé. J'étais seul dans mon lit, dans ma réalité. Et tout ce que j'avais vécu dans ce rêve, ces années, cet amour, cette famille, n'existait plus. La douleur était saisissante, comme un deuil soudain. C'était une perte que je ne pouvais expliquer, un vide immense pour des personnes et une vie qui n'était jamais vraiment là. Je suis resté allongé, envahi par cette tristesse qui semblait démesurée pour quelque chose d'irréel. Pourtant, au fond de moi, il y avait aussi une certaine gratitude. Même si ce n'était qu'un rêve, j'avais pu ressentir cet amour inconditionnel et ces moments précieux. Les rêves les plus douloureux que je fais concernent ma meilleure amie, celle qui est partie trop tôt. J'en ai fait plusieurs où, contre toute logique, elle est soudainement vivante à nouveau. À chaque fois, l'émotion est écrasante. Je suis rempli d'une joie pure, presque enfantine, tandis qu'elle, fidèle à elle-même, semble un peu gênée par ma réaction exubérante. Elle roule des yeux et rit doucement, comme si je faisais une montagne de ce qui, pour elle, n'est qu'un retour naturel. Dans ses rêves, tout ce que je veux, c'est lui montrer combien elle est aimée, combien elle a été manquée. Alors, je lui propose immédiatement de retourner chez elle, de retrouver ses parents, de leur prouver qu'elle va bien. Mais avant que nous puissions arriver à destination, quelque chose tourne mal. Je sens sa main vaciller dans la mienne, et tout à coup, elle trébuche, s'effondre contre moi. Elle commence à convulser, et le rêve vire au cauchemar. Je la porte, ou du moins j'essaie. Je lutte contre ma propre faiblesse, essayant de courir, de la sauver, de l'amener à quelqu'un qui pourrait l'aider. Mais mes jambes sont trop lentes, mes bras pas assez forts. Je suis impuissante, et dans ces moments, tout ce que je peux faire, c'est la tenir dans mes bras pendant que la vie la quitte à nouveau. À chaque fois, elle meurt là, tout près de moi, et je ne peux rien y changer. Cela fait plus de 5 ans qu'elle est partie, et bien que je ne pense plus à elle tous les jours comme avant, ses rêves arrivent comme un coup de tonnerre, imprévisibles et brutaux. Ils me ramènent instantanément à ce vide, à ce chagrin que je croyais avoir apprivoisé. Et le fait que je ne pense pas aussi souvent à elle me fait culpabiliser, comme si ces rêves étaient là pour me rappeler que je les laissais glisser de mes pensées, même un peu. Le pire,
c'est que ces rêves me donnent une illusion fugace d'un miracle, d'une deuxième chance, avant de me l'arracher une fois de plus. Ils me laissent vidé, triste, comme si je la perdais encore et encore. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un rêve qui m'a terrifié. Dans ce rêve, ma famille et moi étions sur le point de déménager dans une nouvelle maison. Nous étions allés visiter les lieux, et bien que l'endroit semblait prêt à nous accueillir, les meubles des anciens propriétaires étaient encore là, pour la plupart emballés dans des cartons, comme s'ils n'avaient pas tout à fait fini de partir. L'atmosphère était étrange, comme si la maison retenait quelque chose d'inachevé. Curieux, j'ai décidé d'explorer un peu. Je suis monté à l'étage, et c'est là que j'ai trouvé un panneau dissimulé dans le mur. Derrière, il y avait un couloir poussiéreux, rempli de toiles d'araignée, qui menait à une porte. Malgré l'étrangeté de l'endroit, quelque chose me poussait à aller voir. J'ai ouvert la porte, et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. C'était une pièce qui ressemblait presque exactement à la chambre que je partageais avec ma grande sœur dans notre maison actuelle. Chaque détail y était, sauf quelques éléments en plus. Il y avait une coiffeuse intégrée dans le mur, entourée de petits placards, avec un grand miroir au centre. Sur la coiffeuse, une petite télévision avec un lecteur VHS intégré diffusait de la neige statique. Ce qui m'a frappé, c'était ce qui entourait le miroir, des photos de mon enfance. Elles montraient des moments précieux, mes anniversaires, ma première rentrée scolaire, mais il y avait une chose étrange. À côté de moi, sur chaque photo, il y avait une personne, toujours la même, mais dont le visage avait été gratté, effacé. Puis, sans que je ne touche à quoi que ce soit, le magnétoscope s'est activé et a commencé à jouer une cassette. C'était une vidéo de mon 6e anniversaire, une fête dont je me souvenais bien, sauf que cette fois, ce mystérieux autre était présent. Ils étaient là, en train de jouer, mais leur visage était flou, comme brouillé par une interférence. La pièce était remplie d'autres objets que je reconnaissais, des jouets, des dessins que j'avais faits étant enfant. Mais tout était légèrement faux. Les noms inscrits dessus n'étaient pas les miens. Une angoisse grandissante m'a poussé à quitter la pièce. Je suis descendu rejoindre ma famille, le cœur battant, tandis qu'ils se préparaient à partir. Avant de franchir la porte, j'ai jeté un dernier coup d'œil en haut des escaliers. Et là, au sommet, une silhouette m'observait. C'était quelqu'un qui me ressemblait trait pour trait. Pas juste une ressemblance, c'était moi. Mais il ne bougeait pas, il me fixait simplement, les yeux braqués sur les miens. Quand je me suis réveillé, j'étais bouleversé. J'ai raconté ce rêve à ma mère, cherchant une explication, quelque chose pour apaiser cette peur inexplicable. Elle m'a écouté calmement, sans trop réagir, avant de répondre, presque comme si ce n'était pas grand-chose. « Tu sais, tu étais un jumeau. Mais j'ai fait une fausse couche. Peut-être qu'il disait bonjour. » Sa réponse m'a laissé sans voix. Il m'est arrivé une chose complètement déroutante. J'essayais d'arrêter de fumer à l'époque, dans les années 2000, et je portais un patch de nicotine pour m'aider à décrocher. Ce patch avait l'étrange effet secondaire de provoquer des rêves incroyablement vifs et parfois absurdes. Une nuit, après avoir dormi 11 heures d'affilée, j'ai vécu une expérience qui reste l'une des plus étranges de ma vie. Pendant mon sommeil, j'ai vécu une autre vie. Pas un simple rêve ou une suite d'images floues, mais une véritable existence, avec une continuité, des relations, des souvenirs et une fin. Tout a commencé avec ma naissance, comme si j'avais été projeté dans ce monde alternatif où je pouvais ressentir chaque sensation et émotion, comme si elles étaient réelles. J'ai grandi, vécu des moments heureux, traversé des épreuves. J'ai connu l'amour, le chagrin, les joies simples et les échecs. Chaque détail semblait authentique, la texture des objets, la chaleur du soleil sur ma peau, l'odeur de la pluie. C'était comme une vie parallèle, dans un univers où je n'étais pas moi, mais où tout faisait sens. À un moment donné, cette vie a pris fin. Je me souviens d'un sentiment d'acceptation, de sérénité, comme si j'étais prêt à partir. Puis, je me suis réveillé, et la transition entre cette vie et la mienne a été brutale. C'était comme être arraché à une réalité pour revenir dans une autre, avec une étrange sensation de vide et de perte.
La vivacité de cette existence parallèle s'estompe rapidement, mais les sensations et les émotions qu'elle a laissées persistent. Un sentiment indescriptible d'avoir vécu quelque chose de profond, de vaste, mais d'en avoir perdu l'accès en un instant. Un matin très tôt, je me suis réveillé d'un cauchemar terrifiant. Encore sous le choc, je suis allé à la cuisine pour me faire un café et essayer de me calmer. Mon père y était déjà, à une heure inhabituellement matinale pour lui. En le voyant, je lui ai raconté le rêve que je venais de faire, encore troublé par les images. Dans ce rêve, j'étais dans une pièce entièrement blanche. Les murs, le plafond, tout semblait immaculé, sans aucun détail. Mais au-dessus de moi, sur le plafond, un immense scorpion rampait lentement, ses pattes griffues s'agrippant à la surface. Il était énorme, brun et, ce qui m'avait le plus marqué, couvert de poils épais. J'étais paralysé, incapable de bouger ou de détourner le regard, même quand la créature a commencé à bouger plus vite. Et puis, soudain, il a lâché prise et s'est précipité droit sur mon visage. C'est à cet instant précis que je me suis réveillé en sursaut. En entendant mon histoire, mon père m'a interrompu, l'air pensif. Il m'a demandé, il était brun et vraiment poilu, c'est ça? Je suis resté figé, un frisson me parcourant. Oui, exactement. Comment tu sais? Et là, il m'a répondu calmement, je viens de faire exactement le même rêve. J'étais sidéré. Il n'avait pas besoin de détails supplémentaires, il savait. Nous avions tous les deux vu la même scène, le même scorpion terrifiant, dans une pièce blanche et oppressante. Nous sommes restés silencieux un moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ce n'était pas la première fois que nous vivions des coïncidences étranges. Apparemment, quand j'étais tout petit, il y avait eu d'autres événements similaires, des moments où il semblait qu'un lien inexplicable nous connectait d'une manière presque surnaturelle. Mais ce rêve partagé, cette expérience si précise et identique, était d'un tout autre niveau. J'ai fait un rêve complètement fou une fois, probablement inspiré en partie par Inception. Tout commence dans un bureau banal, un de ces environnements de centre d'appels impersonnels. À côté, il y a une pièce vide, comme une salle de réunion. Elle est équipée d'un climatiseur de fenêtre, et l'atmosphère y est étrange. Une sorte de bourdonnement, une vibration presque imperceptible, comme la sensation que l'on pourrait avoir sous l'effet de hallucinogènes puissants. Ça me met mal à l'aise, mais aussi terriblement curieux. Alors, naturellement, je décide de m'y aventurer. Je commence à sauter sur place dans la pièce, juste pour voir ce qui se passe. Dès le premier saut, l'air semble se déformer, comme une ondulation dans Matrix. Intrigué, je saute à nouveau. Cette fois, l'effet est plus intense, presque hypnotique. Je continue, jusqu'à ce que l'ondulation devienne si puissante que je suis littéralement aspiré à travers le climatiseur. Je me retrouve transporté dans une autre réalité. Je suis au centre d'un site rituel, entouré de 4 anciens qui marquent les 4 points cardinaux. Leur présence est imposante, presque sacrée. Ils ne parlent pas, mais leur regard semble me guider. Je décide d'aller vers le nord. Ce qui m'attend au nord ressemble à la scène finale d'Inception. Je suis infiltré dans une base nordique, en pleine mission. Il y a des fusillades, des poursuites en voiture, et tout se termine par une chute vertigineuse depuis une falaise. Juste avant l'impact, je me retrouve brutalement de retour dans le bureau, comme si rien ne s'était passé. Je suis abasourdi. Mais cette expérience me hante, et je ne peux pas m'empêcher de vouloir y retourner. Cette fois, j'embarque un collègue avec moi. Nous faisons la même chose, sautons dans la pièce, et boum, aspirés à travers le climatiseur. Nous revoilà au site des points cardinaux. Cette fois, nous décidons d'aller vers l'ouest. L'ouest est un désert sans fin, une chaleur écrasante sous un soleil impitoyable. C'est le royaume de la désolation. Les souvenirs de cette partie sont flous, mais je me souviens que ce n'était pas une bonne idée. Quelque chose de sombre nous a forcés à fuir. Une fois encore, nous sommes renvoyés dans le bureau. À ce stade, mon collègue est excité à l'idée de partager ce phénomène.
Nous finissons par rassembler un groupe de personnes, tous prêts à tenter l'expérience. Nous sautons ensemble dans la pièce, et une fois de plus, nous nous retrouvons au site rituel. Cette fois, nous allons vers l'Est. L'Est est une dystopie futuriste. C'est une ville surpeuplée, où chaque habitant porte un réservoir d'oxygène. L'air est toxique, lourd, presque irrespirable. Le chaos de notre groupe rend tout compliqué, et à un moment donné, tout devient flou. Je crois que nous nous sommes évanouis, ou peut-être sommes-nous morts, asphyxiés. Je ne sais pas. Enfin, je me retrouve de nouveau seul. Je retourne dans la pièce, saute une dernière fois, et me retrouve face aux anciens. Cette fois, le Sud est ma seule option restante. Le Sud est une marche interminable, un voyage qui semble durer des années. Je finis par atteindre une plage infinie. Le sable est doux, le paysage magnifique, mais il n'y a personne. Je suis seul. Alors que je contemple l'horizon, je remarque des montagnes au loin. Mais ce ne sont pas des montagnes. C'est un tsunami géant qui approche lentement. Je ne cours pas. Je suis épuisé, vidé, et je décide d'accepter mon sort. Quand la vague s'écrase sur moi, je suis soudain transporté dans un espace de pure tranquillité, une euphorie indescriptible. C'est comme si je pouvais percevoir le temps lui-même, avancer et reculer dans le passé et l'avenir. Tout est juste hors de portée, mais je peux l'observer. C'était un moment d'éternité suspendu. Je me suis quand même réveillé en panique. Quand j'avais environ 9 ou 10 ans, j'ai fait un rêve qui m'a profondément marqué. Dans ce rêve, ma famille et moi étions en voyage, tous serrés dans une vieille voiture familiale, une de ces stations wagons typiques. Tout semblait normal au départ, comme une sortie ordinaire. Nous roulions, riant et bavardant, jusqu'à ce que la route nous mène à un quai au bord de l'eau. Puis, sans avertissement, la voiture a continué, ne s'arrêtant pas à temps. Nous avons plongé directement dans l'eau, sombrant dans le silence et la panique. Il n'y avait pas d'échappatoire, et je savais, dans ce moment suspendu, que nous étions tous morts. Mais au lieu de me réveiller ou de sombrer dans l'obscurité, le rêve a pris une tournure encore plus étrange. Je me suis retrouvé debout au-dessus de l'eau, regardant la surface calme. Ce qui aurait dû être un lac ordinaire s'était transformé. De gigantesques nénuphars en béton flottaient là, répartis comme un chemin étrange. Il n'était pas naturel, ni accueillant, mais je savais, inexplicablement, que c'était là que nous devions aller. Ces plateformes étaient notre place lorsqu'on était avec le diable. Je ne sais pas comment je le savais, mais c'était une certitude absolue. Le rêve m'a montré une vérité étrange, un arrangement avait été conclu entre Dieu et le diable. Nous devions partager notre temps entre eux. Une moitié avec Dieu, une moitié avec le diable, comme si c'était une règle immuable. Je ne savais pas pourquoi, ni comment cela avait été décidé, mais tout cela me semblait inévitable et profondément juste, d'une manière que je ne pouvais expliquer. Je me souviens de m'être tenu sur l'un de ces nénuphars, l'air lourd et oppressant, avec cette idée que le diable était proche, mais invisible. Il n'y avait pas de flamme, pas de rire démoniaque. Juste une attente silencieuse et pesante. L'eau semblait prête à m'engloutir si je faisais un pas de travers, mais les nénuphars étaient stables, comme si je n'avais pas le choix de partir. Je savais que je devais rester jusqu'à ce que mon temps soit écoulé. Puis, sans transition, le rêve m'a ramené ailleurs, loin de cette scène oppressante. La nuit dernière, j'ai rêvé que je retrouvais tous mes anciens camarades et professeurs de l'époque où j'étais à l'université de lutte, en formation pour devenir catcheur professionnel. C'était comme une grande réunion, un moment de pur bonheur rempli de nostalgie. On évoquait les vieilles rivalités qui semblaient si sérieuses à l'époque, les blagues idiotes qu'on se faisait pour lâcher la pression après les entraînements. Chaque conversation, chaque rire, était empreint d'une complicité qu'on ne trouve que dans des souvenirs partagés. Je me promenais sur le campus, un lieu si familier dans mon rêve, et pourtant complètement inventé. Je reconnaissais les gymnases où on suait à grosses gouttes, les vestiaires où les plaisanteries fusaient, et même les coins plus calmes où certains d'entre nous allaient réfléchir ou se reposer. J'ai croisé d'anciens membres du personnel, des entraîneurs, des mentors.
Chacun avait son histoire, sa propre empreinte sur cette époque de ma vie. Et j'étais là, au milieu de tout ça, à échanger des anecdotes et à me rappeler des moments qu'on pensait gravés pour toujours. Mais le détail le plus étrange dans tout ça, c'est que dans la vraie vie, je n'ai jamais eu quoi que ce soit à voir avec la lutte. Je n'ai jamais été intéressé par ce sport, encore moins envisagé d'en faire un métier. Pourtant, dans ce rêve, mon esprit avait tissé une toile d'une précision incroyable, avec des lieux, des personnages et des récits qui semblaient profondément ancrés en moi, comme s'ils avaient réellement existé. Quand je me suis réveillé, j'ai eu ce moment de flottement où le rêve et la réalité se superposent encore. Pendant une fraction de seconde, je pensais que tout était vrai, que j'avais vraiment vécu ces expériences, connu ces gens. Puis, la vérité m'a frappé, ce n'était que du vent. Rien de tout cela n'existait, ni ses souvenirs, ni ses amitiés, ni ses rires. Tout n'était qu'une illusion, une fabrication pure de mon esprit. Dans mon rêve, ma maison s'était soudainement remplie d'eau, comme si un raz-de-marée avait déferlé à l'intérieur. Tout était submergé, les meubles flottant autour de moi, et une étrange lumière tamisée perçait à travers l'eau, rendant la scène à la fois irréelle et oppressante. Mais ce n'était que le début de cette étrange et grotesque aventure. Pour une raison totalement absurde, les habitants de la ville avaient décidé que le toit de ma maison serait leur point de ralliement, transformé en une sorte de gigantesque toilette publique. Ils se tenaient là-haut, dans une file interminable, déféquant dans l'eau qui remplissait ma maison, sans la moindre gêne. De là où j'étais, nageant dans ce chaos, je pouvais voir les ombres mouvantes de leurs silhouettes à travers la surface. C'était une scène surréaliste, un mélange de panique et de grotesque. Moi, j'étais sous l'eau, essayant désespérément de rejoindre la surface. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Tout autour de moi, des excréments flottaient, tombant lentement comme des projectiles absurdes. J'étais obligé de les esquiver, zigzagant pour éviter cette pluie étrange et dégoûtante, tout en sentant mes poumons brûler à cause du manque d'air. Chaque mouvement me semblait laborieux, comme si l'eau elle-même devenait plus dense, plus oppressante. Mon cœur battait à tout rompre, partagé entre la panique de l'asphyxie imminente et le dégoût profond de la situation. Mes bras et mes jambes commençaient à faiblir, mes mouvements ralentis par l'effort constant. Plus je luttais, plus la surface semblait s'éloigner, une barrière infranchissable entre moi et la possibilité de respirer à nouveau. Je ne sais pas si j'ai atteint cette surface. Le rêve s'estompe à cet instant, juste avant que je puisse prendre une inspiration ou succomber. Ce dont je me souviens clairement, c'est ce sentiment de lutte désespérée contre une absurdité totale. C'était plus qu'un cauchemar, une plongée dans un univers grotesque où même la panique semblait avoir perdu tout sens. Je me tenais debout sur une plage, les pieds enfoncés dans le sable, face à l'immensité de l'océan qui s'étendait devant moi. L'air était frais et salin, et le bruit des vagues roulantes était à la fois apaisant et hypnotique. Je fixais l'horizon, perdu dans mes pensées, quand soudain, une agitation étrange a attiré mon regard. Une vague massive commençait à se former au loin. Elle grandissait rapidement, s'élevant de plus en plus haut, son sommet se dressant comme un mur immense, une montagne d'eau qui semblait vouloir engloutir tout sur son passage. Chaque seconde qui passait amplifiait son immensité, et elle se rapprochait inexorablement, menaçante et imposante. Son ombre s'étendait sur la plage, plongeant le monde autour de moi dans une lumière tamisée, presque irréelle. Alors que la vague atteignait une hauteur inimaginable, bien au-dessus de ma tête, je m'attendais à sentir sa puissance s'abattre sur moi, à être emporté, submergé, englouti. Mais, contre toute logique, la vague s'est figée. Juste là, suspendue en l'air, comme si le temps s'était arrêté. L'eau scintillait doucement à la lumière du soleil, des milliers de gouttelettes en suspension, capturant la lumière comme des diamants liquides. Elle était magnifique, terrifiante et incompréhensible à la fois. Je me suis retrouvé à lever les yeux, incapable de bouger, hypnotisé par cette masse gigantesque d'eau qui flottait au-dessus de moi, comme un immense globe liquide prêt à exploser à tout moment. Pourtant, elle restait immobile, défiant toutes les lois de la nature. Le silence était assourdissant. Les vagues derrière elle s'étaient également arrêtées, et le seul son était celui de mon propre souffle, court et irrégulier,
alors que je tentais de comprendre ce que je vivais. Le temps semblait s'étirer, chaque instant devenant une éternité. Il y avait quelque chose de solennel dans cette scène, presque sacrée. La vague, bien qu'immobile, portait une énergie colossale, comme si elle contenait toute la force et la profondeur de l'océan lui-même, mais qu'elle avait choisi, pour une raison inconnue, de me laisser là, intacte, sous son poids monumental. Puis, sans prévenir, je me suis réveillé. Mon cœur battait encore, mon esprit incapable de saisir pleinement ce que j'avais vu. Ce rêve était si vivant, si tangible, qu'il me semblait encore sentir l'ombre de la vague au-dessus de moi, menaçante et belle, fragile et éternelle à la fois. J'étais dans une forêt dense, agenouillé sur le sol froid et humide. Mes mains étaient attachées fermement derrière mon dos, et le poids d'une armure de mailles pesait sur mes épaules. Tout autour de moi, des silhouettes sombres et imposantes se tenaient debout. Elles portaient elles aussi des armures, brillantes sous la lumière tamisée qui filtrait à travers les arbres. Mais ce qui était étrange, c'est que je ne pouvais voir aucun visage. Mon regard s'arrêtait à leurs épaules, comme si leur visage était caché par une sorte de vide. Des murmures s'élevaient autour de moi. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient, des mots inaudibles, étouffés comme des bribes de conversation au loin. Mon esprit était en alerte, mais mon corps était cloué au sol. Je ne savais pas pourquoi j'étais là, ni ce qui allait se passer, mais une tension lourde planait dans l'air, comme si je savais, au fond de moi, que tout allait basculer. Puis, un éclat métallique a capté mon attention. Une lame, brillante, est apparue dans mon champ de vision, se rapprochant lentement de mon cou. L'acier scintillait, mais ce qui m'a marqué, c'était la chaleur. La lame n'était pas froide comme je l'aurais imaginé, mais étrangement chaude, presque réconfortante. Pourtant, cette chaleur ne faisait qu'ajouter à la confusion de ce moment irréel. Je n'ai pas eu le temps de réagir, ni de crier, ni même de penser à la douleur. En une fraction de seconde, j'ai entendu un craquement sourd. Mon cou. Ce son résonnait dans mon esprit, brutal et final. Puis, tout a changé. Mon champ de vision s'est brusquement déplacé, comme si je tombais. Mais je ne tombais pas vraiment. J'ai vu le sol se rapprocher, les feuilles mortes et les brindilles écrasées sous mes genoux. Et là, devant moi, j'ai vu mon propre corps s'effondrer, lourdement, face contre terre. Je réalisais alors que ma tête avait été séparée de mon corps. Mais ce qui était encore plus étrange, c'est que je ne ressentais rien. Pas de douleur, pas de peur. Seulement une étrange sensation de détachement, d'acceptation. Mon esprit était calme. Je voyais tout se dérouler, mais cela ne m'effrayait pas. Et dans cet instant suspendu, une seule pensée s'est gravée en moi, la mort ne fait pas mal. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à toute vitesse, ma peau trempée de sueur. J'étais complètement désorienté, comme si je venais de vivre ma propre fin. Pendant de longues minutes, je suis resté immobile, fixant le plafond, essayant de comprendre ce que ce rêve signifiait. Ce n'était pas juste un cauchemar. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose qui m'avait changé. Depuis ce rêve, une étrange sérénité m'accompagne lorsque je pense à la mort. Je ne me souviens pas exactement comment le rêve a commencé, mais à un moment donné, j'ai pris conscience que je rêvais. Cette lucidité m'a donné une idée, essayer de manipuler mon environnement par la pensée. Je me suis posté devant une porte et je me suis dit, derrière cette porte, il y aura une plage magnifique avec des palmiers. Mais quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait pas de plage, seulement une autre pièce avec plus de portes. Je suis rentré et j'ai recommencé, me concentrer, imaginer cette plage ensoleillée, me persuader qu'elle serait là. Mais encore une fois, rien. Juste d'autres portes. J'ai traversé pièce après pièce, dans une sorte de labyrinthe absurde, jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre enfin sur un centre commercial. Rien à voir avec ce que j'avais prévu, mais je me suis dit, bon, ça fera l'affaire pour l'instant. Je me suis mis à explorer cet espace, me promenant parmi les vitrines et les rayons. Mais une pensée étrange m'a traversé l'esprit, surtout, ne pense pas à quelque chose de stupide où ça pourrait se produire. Évidemment,
La première idée qui m'est venue a été, et si un type louche était juste derrière moi? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis retourné pour voir un homme encapuchonné, armé d'un couteau. Il m'a immédiatement pris en chasse. Mon rêve s'est transformé en une course-poursuite effrénée à travers le centre commercial. Mon cœur battait à tout rompre. Je courais pour sauver ma vie, le bruit de ses pas résonnant derrière moi. À un moment, il m'a rattrapé, et nous nous sommes battus. Je me suis pris un coup de couteau dans le ventre, la douleur vive m'a traversé. Pourtant, j'ai réussi à m'échapper de justesse, ensanglanté et épuisé. Je me suis caché dans une aire de jeu pour enfants, me réfugiant dans un coin, espérant qu'il ne me trouve pas. Le temps semblait suspendu. Alors que je réfléchissais à quel point ce rêve était horrible, quelqu'un m'a trouvé. Une main s'est tendue vers moi. Instinctivement, je l'ai saisi et j'ai levé les yeux. C'était Kakashi Attack de Naruto. Complètement sorti de nulle part, il m'a dit calmement qu'il avait neutralisé mon poursuivant et que tout était sous contrôle. Comme si cela avait du sens dans le chaos de ce rêve. Ensuite, dans un retournement encore plus absurde, je suis parti faire du shopping avec lui dans le centre commercial, comme si de rien n'était. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un rêve incroyablement lucide qui reste, à ce jour, l'un des plus étranges et marquants de ma vie. Dans ce rêve, j'étais en train de marcher avec ma mère et mon père le long d'un trottoir. Mon petit frère roulait à vélo dans la rue à côté de nous, insouciant, comme s'il profitait d'une belle journée. Tout semblait normal, mais un sentiment inexplicable d'angoisse pesait sur moi. Je savais, dans le rêve, que je ne devais pas parler. C'était une certitude étrange et absolue, si je disais quoi que ce soit, quelque chose de terrible allait se produire. Alors, je gardais le silence, même si chaque pas amplifiait cette sensation de menace imminente. Nous avons tourné au coin de la rue, et c'est là que je l'ai vu. Mon petit frère était allongé dans la rue, enveloppé dans une chaîne de vélo comme si elle s'était enroulée toute seule autour de lui. Il était immobile. Mes parents n'ont rien dit. Ils ont juste continué à marcher comme si rien ne s'était passé. Moi, paralysé par l'horreur, je n'osais toujours pas ouvrir la bouche. Alors que nous avancions, mes parents ont commencé à ralentir. Je me suis retourné pour les voir, et c'est là que l'impensable s'est produit. L'herbe, apparemment ordinaire jusque-là, s'est mise à bouger. Elle s'est dressée comme des bras verts et sinueux, attrapant mes parents par les jambes et les tirant vers le sol. Ils ont disparu, avalés, sans un cri, sans un mot. Terrifié, je savais que j'étais seul maintenant. L'herbe s'agitait encore autour de moi, et je sentais qu'il n'y avait nulle part où fuir. Cédant à une peur que je ne pouvais plus supporter, j'ai arrêté de résister. J'ai laissé mon corps tomber dans l'herbe, et elle m'a enveloppé à son tour, me tirant dans les profondeurs. C'est alors que je me suis réveillé, mais dans un autre rêve. Je me trouvais dans mon lit, pleurant et appelant ma mère, espérant que tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Mais au lieu de voir ma mère entrer dans la pièce, c'est une silhouette squelettique qui est apparue. Elle s'est glissée autour de l'embrasure de ma porte, un sourire macabre figé sur son crâne. C'était la vision la plus terrifiante que j'ai jamais eue. Nous étions dans un futur sombre et désolé. Je me trouvais à bord d'un immense train-prison, rempli de dizaines, peut-être de centaines d'autres prisonniers. Ce n'était pas un train ordinaire, c'était une monstruosité d'acier, si large qu'il roulait sur 8 voies parallèles, peut-être plus. Les wagons semblaient interminables, chacun gardé par des hommes en armure lourde, des figures imposantes et inhumaines, ressemblant à des personnages tout droit sortis de Warhammer ou Fallout. Le train s'est arrêté à notre destination, un endroit lugubre et oppressant. On m'a arraché de ma cellule, mes chaînes cliquetant à chaque mouvement, et on m'a traîné à travers des couloirs sombres jusqu'à une immense salle. Là, sur un trône imposant, se trouvait l'empereur. Cet homme dirigeait tout. Il avait un pouvoir absolu, régnant avec une cruauté implacable. Sous son joug, le monde entier souffrait. En le voyant, je me suis senti complètement écrasé par le désespoir. J'étais un homme fragile, brisé, sans armes, sans force. Rien en moi ne pouvait représenter une menace pour cet être qui incarnait la domination totale.
Il avait des gardes, des conseillers serviles, et tout le poids d'un empire pour le protéger. Moi, je n'étais qu'un prisonnier, une vie insignifiante dans un monde brisé. Ils m'ont forcé à m'approcher, et plus je m'avançais, plus cette douleur sourde et profonde me consumait. Le poids des souffrances du monde pesait sur moi, et je ne pouvais rien faire. Mais quand je me suis retrouvé face à lui, quelque chose en moi a changé. Je l'ai saisi. Avec tout ce que j'avais en moi, j'ai attrapé cet homme, cet empereur, et j'ai laissé jaillir chaque émotion, chaque pensée, chaque souvenir. Je me suis connecté à lui d'une manière inexplicable. Je lui ai montré tout ce que nous avions perdu, des champs fertiles et verdoyants remplacés par des terres dévastées, des cieux autrefois remplis d'oiseaux et d'espoir, maintenant obscurcis par des bombes et la fumée. Je lui ai fait sentir la douleur des peuples qui l'écrasaient, mais aussi la joie, l'amour, la beauté de l'humanité avant que tout ne soit détruit. Je lui ai montré que cela n'avait pas besoin d'être ainsi. Tout cela a duré un instant, un battement de cœur, mais c'était suffisant. Je l'ai vu comprendre. Dans ses yeux, j'ai vu la réalisation éclater, comme une flamme qui s'allume dans l'obscurité. Il a vu que cette guerre, cette domination, ce contrôle absolu, n'était qu'un vide, un acte de nihilisme dénué de sens. Il a compris que leur victoire était, en réalité, leur défaite ultime. Et il a vu qu'il détenait seul le pouvoir de tout changer. Lui seul pouvait stopper ce cauchemar, inverser le cours des choses et nous ramener à ce que nous étions avant. Dans ce rêve, ma femme, aujourd'hui mon ex-femme, et moi étions engagés dans une tâche horrible et grotesque. Nous étions en train d'écorcher un homme vivant, nous préparant à le cuisiner et à le manger. Ce n'était pas seulement une simple folie, dans le contexte du rêve, cela semblait logique. Garder cet homme en vie allait, pour une raison inexplicable, rendre la viande plus tendre. Lui, bien sûr, essayait de résister. Il se débattait faiblement, à moitié mort mais encore capable de bouger. Chaque coup qu'il tentait de donner ressemblait plus à un spasme qu'à une véritable attaque. Ses jambes, presque entièrement dépouillées de leur peau, n'étaient plus que des masses de chair rouge et brillante. Ce qui rendait tout encore plus absurde, c'était sa manière de me frapper. Avec ce qui restait de son pied, désormais sans peau, il essayait de m'atteindre au visage. Mais sa faiblesse rendait ses coups inefficaces. Il ne faisait que me taper mollement, et à chaque impact, je pouvais sentir un morceau de graisse suspendu à son pied venir rebondir sur ma joue. C'était atrocement gênant, plus agaçant que douloureux. Ce pied sans peau, d'où pendait cette masse de graisse flasque, continuait à me heurter, un coup après l'autre. Chaque contact déclenchait en moi une vague de frustration. Je voulais juste terminer ce que j'avais commencé, mais cet homme semblait déterminé à me ralentir, même dans son état misérable. Au lieu de ressentir de la peur ou de la culpabilité, je me souviens avoir été submergé par une irritation croissante. Ce n'était pas la violence de la situation qui me frappait, mais bien l'aspect ridicule de ces petits coups répétitifs, cet étrange balai de chair flasque et de pieds sans peau. Je viens de me réveiller d'un rêve complètement surréaliste, il est 4 heures du matin ici, et l'expérience était à la fois fascinante et troublante. Le concept du rêve lui-même était étrange, une femme me guidait à travers son rêve. J'étais littéralement à l'intérieur, comme si je marchais dans une narration qu'elle décrivait à voix haute. Elle disait qu'elle était coincée dans ce village rural, mais je n'ai rien vu qui semblait vraiment nous empêcher de partir. Malgré tout, cette sensation de captivité était palpable. Le village lui-même était bizarre. Tous les habitants avaient quelque chose de légèrement décalé, mais impossible de mettre le doigt sur ce qui clochait exactement. C'était comme si leurs traits ou leur comportement sortaient d'un monde parallèle, pas tout à fait normal, mais pas suffisamment grotesque pour qu'on puisse les qualifier d'étranges. À un moment donné, elle et moi, les deux se confondaient, sommes entrés dans un bâtiment qui ressemblait à une petite école à salle unique. L'intérieur était sommaire, avec seulement quelques adultes présents. Ils portaient des vêtements d'une autre époque, probablement des années 1950, avec cette rigueur d'apparence qui les rendait sérieux, presque austères. Il y avait un silence pesant, mais pour une raison inexplicable, un des adultes présentait une collection de ce qu'il décrivait comme des jouets fantaisie.
C'est là que les choses ont pris une tournure encore plus bizarre. L'un des jouets, qu'il appelait les sourcils rigolos, m'a immédiatement intrigué et dérangé. C'était un long ruban de plastique segmenté, noir et rigide, formé de plusieurs bandes verticales attachées entre elles. En haut de cette étrange structure se trouvait une paire minuscule d'yeux mobiles avec de minuscules sourcils perchés à chaque coin. Le concept ? Tu étais censé coller tout ça sur ton visage ou ton corps, et les petits yeux avec leurs sourcils flottaient légèrement au-dessus de toi, comme une sorte d'illusion. Peut-être que les feuilles de plastique étaient supposées être transparentes pour que l'effet fonctionne, mais même en essayant d'imaginer comment ça pourrait marcher, tout ça restait incroyablement absurde. C'était comme sortir tout droit d'un film d'horreur classique. Je me trouvais dans une maison sombre et lugubre avec un groupe de jeunes gens. Dès le début, une tension sourde flottait dans l'air, et bientôt, ils commencèrent à mourir les uns après les autres. Chaque mort était étrange, presque absurde, comme si quelque chose ou quelqu'un jouait avec nous. La dernière victime a connu une fin particulièrement grotesque. Il s'est soudainement mis à vomir, des œufs d'oie. Ce n'étaient pas des œufs ordinaires, ils portaient des logos colorés imprimés sur leurs coquilles, comme des objets publicitaires bizarres. Puis, alors que son corps se convulsait de façon incontrôlable, l'avant de son visage s'est littéralement fendu en deux, comme une coquille d'œuf qui se brise. C'est alors que la vérité a commencé à émerger. Les jeunes membres du personnel de la maison n'étaient pas des gens ordinaires. Ils étaient en fait des apprentis d'un magicien sinistre, et tous pratiquaient des formes horribles d'automutilation. Pourtant, ils semblaient tenir ensemble, presque comme si une puissante magie les empêchait de s'effondrer, malgré leurs corps meurtris et leurs esprits fracturés. Quand il ne restait plus que moi, le chef magicien s'est finalement révélé. C'était une figure grande et élancée, mais avec une tête minuscule, presque grotesque, qui contrastait violemment avec sa silhouette. Son apparence seule était terrifiante, mais ce fut pire quand lui et ses apprentis commencèrent à discuter ouvertement de la manière dont ils allaient me tuer. Cependant, il y avait un élément étrange qui occupait aussi leur attention, un jeu vidéo mobile. Ce jeu, apparemment créé par un puissant magicien, révélait des sorts incroyablement puissants après chaque niveau terminé. Ils étaient obsédés par ce jeu, mais incapables de dépasser le dernier niveau, celui qui débloquait le sort ultime. À ce moment, j'ai trouvé une lueur d'espoir. Je suis parvenu à terminer le dernier niveau et à obtenir le sort ultime. De loin, je leur ai montré ma réussite, sachant que cela attirerait leur attention. Puis, avant qu'ils ne puissent réagir, j'ai rapidement éteint le téléphone et annoncé que je leur dirais comment gagner à condition qu'ils me laissent en vie. Le magicien à la petite tête s'est figé, réfléchissant à ma proposition. Ses apprentis le regardaient, attendant sa décision. Il semblait tiraillé entre l'envie de me tuer et la curiosité de découvrir ce fameux sort. Dans un geste étrange et presque théâtral, il grimpa à une fenêtre, se suspendit par les bras, les mains liées derrière le dos. Son corps pendait dangereusement, les épaules proches de la dislocation. Puis, sans crier gare, je me suis réveillé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.